De cette importance du cheval en carnaval, les fêtes de Valenciennes, qui sont réglées par le roi de l'Épinette, nous donnent un témoignage exemplaire. Car c'est autour du cheval que s'assemblent, en un damier symbolique, toutes les autres figures du carnaval. Le roi de l'Épinette se présentait aux joutes à cheval et armé. Il était couvert d'un surtout de satin blanc. Son cheval était armé et houssé de même, jusqu'à terre, ayant des houppes, sonnettes dorées, morillons dorés, bien emplumassés. Ses gros varlets le suivaient, accoutrés aussi de jupons de soie verte. Les premiers jours de la fête, le roi était simple spectateur des joutes, mais les 4 derniers, il se trouvait dans les lices avec le victorieux pour combattre à tout venant. Des troupes de jouteurs accouraient des villes voisines à ces jeux. Leurs habillements étaient bizarres. Les uns venaient vêtus en moines blancs, d'autres en esclaves ou en chevaliers errants, sans bannière et cherchant aventure. Le roi de l'Épinette allait au-devant de toutes ses compagnies en habits singuliers ou extraordinaires. L'entrée de jouteurs la plus célèbre est celle qui se fit en 1438 par les habitants de Valenciennes. Il suffit d'en rapporter quelques traits, on pourra avoir une idée de toutes les autres. 24 jouteurs de Valenciennes parurent à l'île habillés en hommes sauvages, leurs chevaux étant couverts de peaux de bêtes étrangères ou de plumes d'oiseaux, leurs massues et leurs écus étant environnés de roseaux. Des trompettes et un héraut d'armes vêtu d'une peau d'ours précédaient ce cortège brillant pour ce temps-là, car on n'avait encore ni assez de goût, ni assez d'art pour savoir embellir ces sortes de fêtes. Au milieu des jouteurs était un chariot où il y avait une ville avec 7 demoiselles portant leurs armes et banderoles, et au bout était Jeanne Grébert portant la bannière de Valenciennes, chose fort étrange et belle à voir. Le roi de l'Épinette sortit de la ville avec nombreuses compagnies, à cheval et à pied, pour aller au-devant des jouteurs de Valenciennes. Son cheval était couvert de plumes de cygne, de paons et de miroirs. Ses pages et ses laquais étaient aussi habillés avec des plumes d'oiseaux. Ces 2 troupes se joignirent hors des portes et rentrèrent dans la ville au bruit des instruments. Les autres villes cherchaient à imiter ce faste ridicule et à se surpasser dans ces sortes d'occasions. Il faudrait, bien entendu, voir en détail les légendes aussi des saints équestres. Puisque certains saints, Saint Georges bien entendu et son dragon, on sait qu'ils ont eu un sort malheureux récemment, très simplement parce qu'ils reproduisaient de manière trop ingénue la légende de Persée. Mais il y a d'autres saints équestres, je pense à Saint Jacques, qui est très important. Saint Jacques, en tant que Saint Jacques Matamor, apparaît sur un cheval blanc au cours de certaines batailles. Et lorsqu'il transporte les pèlerins, Saint Jacques, puisque Saint Jacques va apparaître mythiquement, lorsqu'il transporte les pèlerins, il les transporte sur un cheval blanc. Et on a, dans la légende dorée, un cas très curieux, puisque c'est le trajet exactement inverse de celui de Gargantua. C'est-à-dire que c'est un groupe de pèlerins qui arrive au bord de la mer à Saint-Michel, et l'un des pèlerins tombe malade. Or, ils avaient décidé de ne pas s'abandonner. Tous partent, sauf un seul, qui reste auprès du mourant. En pleine nuit, Saint Jacques lui apparaît, lui dit de monter sur son cheval, et d'un bond dont on mesure aisément l'ampleur, il va du mont Saint-Michel à Saint-Jacques de Compostelle. C'est-à-dire qu'il relie 2 Finistères celtiques. Il les relie comment? Très simplement, par l'intermédiaire de la voie qui est celle de Saint-Jacques, c'est-à-dire par la Voie lactée. Et on voit là, je crois, 2 trajets qu'on pourrait appeler symétriques et inverses, qui sont ces 2 trajets dans l'un et l'autre sens, dans un cas du nord au sud, dans l'autre cas du sud au nord,
qui participe très certainement de l'héroïsation équestre. Ce cheval carnavalesque, il faut en retrouver l'héritage dans le cheval de bois, qui, avant l'apparition des modèles réduits d'auto ou de camions ou de chemins de fer, fut longtemps le jouet premier des petits-enfants. Il faut aussi retrouver cet héritage dans les chevaux de foire, dans ces gros animaux de carton ou de bois des manèges forains qui tournent au son des limonaires. Mais, à côté du cheval, il est un animal qui occupe une place privilégiée dans l'univers enfantin, celui des jouets, mais aussi celui des contes. Un animal qui peut-être est le lien le plus tenace qui nous unit au plus lointain de nos ancêtres, c'est l'ours, qui occupe grande place en carnaval. Nul animal, sans doute, n'a habité pareillement l'horizon archaïque de notre espèce. Et par les oursons enfantins, il est encore parmi nous, Claude Guénibé. L'ours apparaît, par exemple, dans le carnaval tchèque. Et là encore, on a pu chercher à en déterminer l'origine. En France, l'ours apparaît surtout dans les fêtes de la Chandeleur. À ce moment-là, par exemple dans les Pyrénées-Orientales, un certain nombre de jeunes gens se déguisent en ours, ils vont hors du village pour s'habiller et ils font ce que l'on appelle le jeu des ours. En quoi consiste ce jeu des ours? Les jeunes gens sont revêtus de peau de mouton, fraîche, ils ont le visage entièrement barbouillé de noir, ils ont en main de gros bâtons et brusquement, au début de l'après-midi, ils fondent sur le village, poursuivent tous les gens, mais spécifiquement les jeunes filles, et cherchent à les barbouiller. Ils sont accompagnés de chasseurs, et ces chasseurs, de temps en temps, tirent, et les ours s'abattent comme s'ils étaient morts, puis ressuscitent et se remettent à poursuivre les gens, ceci toute l'après-midi. On a des descriptions assez anciennes de ce jeu des ours. Il est difficile de savoir quel est le sens exact de cette coutume. Mais on peut être au moins certain d'une chose, c'est que cette coutume correspond à un dicton, qui est le dicton des ours à la Chandeleur. Ce dicton est un dicton européen général. On le retrouve depuis l'Angleterre jusqu'en Hongrie, en Italie où il a été bien étudié. Ce dicton affirme que le jour de la Chandeleur, l'ours sort, regarde le temps qu'il fait. S'il fait clair, s'il voit son ombre par exemple, il rentre et il y a encore 40 jours d'hiver. S'il fait sombre, il sort et c'est la fin de l'hiver. Et vous vous souvenez que nous avons dit que les fêtes de Chandeleur Mardi Gras étaient des fêtes de printemps. On voit donc ce que cela veut dire au point de vue populaire. Il y a un printemps populaire qui est un printemps qui apparaît donc soit le jour de la Chandeleur, soit 40 jours plus tard. C'est ce que l'on pourrait appeler le printemps de l'ours. Or, que font les ours? Ces jeunes gens déguisés en ours. Il faut qu'ils sortent pour que le printemps arrive. Et il leur faut donc qu'autour d'eux, tout soit sombre. On comprend alors qu'ils barbouillent en noir tous les gens qu'ils rencontrent. C'est en effet la condition de leur sortie. Si au contraire, c'est le triomphe des Blancs, parce qu'ils sont entourés de personnages, d'une part les chasseurs, qui maintenant ont des déguisements très peu spécifiques, mais ils sont entourés de personnages qu'on appelle maintenant les docteurs, mais qui sont les barbouillés
en blanc les enfarinés, les Pierrots lunaires du carnaval. Et ces personnages, ils vont lutter contre eux. Quand ça vous avez commencé pour l'ours? 15 ans que j'ai fait l'ours. M'a tiré beaucoup de femmes, les fesses, le genou, le menton. Qu'est-ce qu'on leur faisait aux femmes quand on était ours? Je lui mâchais justement les fesses. Parce que dans la figure, des fois, j'en voulais pas, alors je mettais la main en bas. Proprement au côté du genou, là, aux fesses, quoi. Et on le faisait comme maintenant, exactement? Pareil, plus joli que maintenant. Mais vous montiez au fort ou bien? Ah oui, toujours. Il n'y avait pas de cabane sur la place? Il y avait des cabanes sur la place, mais au fort, on cassait la croûte au fort. On descendait en roulant du fort jusqu'au cimetière, là. En roulant les deux ours ensemble ou Ensemble, des fois ensemble et des fois un par un, mais presque tous ensemble. Avec les hommes? Avec un chasseur? Avec les chasseurs? Avec le chasseur. Il y avait des chasseurs à ce moment-là? Une quinzaine ou 20 des fois. Les femmes, elles montaient là-haut? Ah oui, ils montaient. Il y en avait qui descendaient sans culotte, sans rien, sans pyjama, à poil. Ils arrivaient au cimetière. Ils se sauvaient pour toute la nuit. Après le lendemain, on a commencé le cinéma là, de se masquer tout ça. Tout le monde en colère. Même 3 jours sans se coucher la nuit. Dites-moi, l'ours, lorsque vous barbouillez la figure, de quelle couleur c'était? C'était noir aussi ou? C'était du noir de fumée, de l'huile comme ça. Oui, juste du noir, mais il n'y avait pas d'autre couleur? Non, non, pas d'autre couleur. Toujours noir. Une fois, il y avait eu des couleurs de rose et de vert, tout ça, mais ça restait au moins 15 jours sur la figure, même que le type, ils ont changé la peau. C'était pas du noir de fumée, ça. Lui, il le faisait bien, alors, lorsque l'ours court après quelqu'un pour le barbouiller, est-ce qu'il le fait sur la commande d'autres Ah, des personnes, fois, ou bien est-ce que c'est lui? On le fait sur la commande d'une autre, mais l'ours, quand il voit quelque chose que ça vous plaît, Oui. il court dessus. Mais sans faire de mal à personne. Par exemple, vous voyez une personne habillée un truc comme ça, il faut être très poli, un truc comme ça sur la figure, Et voilà. mais pas de masquer le costume ni rien, parce qu'on a eu des procès verbaux avec ça. Mais non, mais de mes collègues, ils ont eu des reproches et des embêtements. Parce que vous voyez une femme habillée, il ne faut pas la tenir par terre, il ne faut pas lui mettre les mains sales sur le menton ou sur le vêtement, un truc comme ça. Il y a eu des gens embêtés. Moi, j'ai été pour le temps poli. Arles-sur-Tech. On possède un jeu très curieux. Un certain nombre de déguisés, que l'on appelle les tortues, sont enveloppés dans de grands draps, formant un cylindre. Ils sont barbouillés de blanc et ils entourent l'ours. L'ours, avec une grande badine, cherche à leur faire rentrer la tête. Autrement dit, on voit sortir de temps en temps une tête lunaire, blanche, qui, sous la baguette de l'ours, va rentrer rapidement. Et on comprend en effet que ce blanc peut être bien lunaire dans la mesure où on pense que le soleil de l'ours est la lune. Que ce blanc va être en quelque sorte effacé par l'ours qui désire sortir et ainsi amener le printemps. Le conte de Jean de l'Ours est très probablement le conte le plus répandu et véritablement un des contes les plus populaires dans tout le domaine indo-européen. C'est l'histoire d'un homme très fort qui s'appelle Jean. Il s'appelle Jean depuis la Bretagne jusque dans le domaine slave. On a toujours ce même Jean, et il est fils d'une femme et d'un ours. Une femme a été emmenée par un ours, où elle s'est réfugiée dans la caverne d'un ours, et elle a un fils très fort, qui se fait aider par un forgeron, au cours du début de ses aventures, qui va pénétrer dans le monde souterrain, libérer une princesse, généralement tuer quelques dragons, bien entendu, et qui va
réussir à remonter du monde souterrain, généralement sur un aigle énorme, et enfin punir ses compagnons qui avaient essayé de le tromper et triompher. Voilà en gros l'histoire de Jean de l'Ours. Dans le détail, c'est une histoire qui doit être envisagée de manière très précise en rapport avec ces déguisements en ours, ces hommes ours qui apparaissent, qui vont se battre contre un chasseur, etc. On a aussi un roman de chevalerie qui va opposer deux jumeaux, dont l'un a été élevé par une ours et devient très fort, velu, c'est-à-dire reproduit le type médiéval de l'homme sauvage, cet homme qui appartient à moitié de l'humanité, qui est moitié naturel, moitié prophète. On sait que c'est Merlin qui apparaît sous cette forme, par exemple. Donc, ce jumeau-là est appelé Ourson, et son frère lui a été retrouvé par un roi. Il va participer à la vie chevaleresque dès le début. Les deux frères vont se retrouver à un certain moment, et Valentin va chasser Ourson. On a une représentation de cette scène dans une gravure de Bruegel, et il est très certain que ce qui est représenté au cours des fêtes de l'ours de la Chandeleur correspond à la même histoire que Valentin et Ourson. On a un détail très précis qui permet de l'affirmer, c'est que Ourson, l'homme ours, est récupéré par son frère et emmené dans le palais, et là, pour le rendre humain, on va le raser. Or, la scène finale des Jeux de l'ours dans les Pyrénées-Orientales consiste à, précisément, raser l'ours au cours d'une cérémonie assez élaborée où on le rase avec un énorme rasoir. Sur une petite musique de danse, on voit l'ours qui, peu à peu, perd sa peau. C'est véritablement un symbole assez net du passage de l'hiver où l'ours a besoin absolument de sa peau et de sa forme ursine, à l'été où il va, en quelque sorte, pouvoir apparaître sous forme humaine. Et cette transformation d'ours à homme ou d'homme à ours est absolument quelque chose de très répandu et de très probable, disons, dans ce que l'on pourrait appeler la mentalité folklorique, pour ne pas parler de mentalité primitive, puisque dans beaucoup de régions, on considère que l'ancêtre mythique des hommes est l'ours. Mais il y a un élément dans la vie de l'ours au moment où il sort de cet état d'hibernation qui joue aussi un rôle important et qui peut-être expliquerait certains aspects scatologiques de la fête de carnaval, c'est le fameux paix de l'ours. Ah, là c'est une observation de chasseurs. Les biologistes ont remarqué, et très tôt, on a déjà des textes chez Aristote, même chez Théophraste, ont remarqué que l'ours, avant d'hiberner, prenait un certain nombre de plantes fibreuses, des herbes fibreuses, qui allaient former au niveau de son anus un bouchon. Et ce bouchon joue un rôle physiologique. Il s'agit tout simplement d'empêcher que les oxydations se fassent de manière trop importante, de réduire le plus possible les oxydations. Déjà, Pline avait remarqué que si l'ours est dérangé au milieu de l'hiver et qu'il est obligé d'expulser ce bouchon, il peut devenir sauvage et qu'il est très gêné par ce fait-là. C'est donc une observation ancienne, et on pensait même, on retrouve le texte chez Pline, qu'à sa sortie, au moment de sa déshibernation, l'ours prenait une plante spéciale, une sorte d'arôme, et il s'en servait comme d'un laxatif. Donc, là, nous partons, et les zoologues actuellement qui se sont occupés de l'ours affirment que le fait est réel, contrôlable. Nous partons d'un fait réel qui a pu être observé par les
chasseurs d'ours depuis des milliers d'années. Et vous savez que les ours apparaissent sous beaucoup de formes, même au niveau de l'iconographie paléolithique. Que se passe-t-il? Au moment de la déshibernation, le bouchon est expulsé. Et il est expulsé, mais sans excréments, puisque l'on arrive à la... L'ours n'a pas mangé depuis des mois. Et il est expulsé sous forme d'un vent. Très probablement, anciennement, on estimait que l'ours avait fait pendant l'hiver un voyage souterrain dans le royaume des âmes. Et c'est pour ça qu'il disparaissait. Et à sa sortie au printemps, il était important de libérer les âmes qu'il ramenait de ce royaume souterrain. Pour les libérer, il fallait obtenir un phénomène de purgation. Et là, c'est un élément qui en carnaval est très important. La scatologie en carnaval apparaît très tard, au niveau de petites scénettes qui ont pu amuser Louis XIV à Chambord, au cours du divertissement assez connu qui termine Monsieur de Pourceaugnac. On fait jouer aux acteurs une petite pièce qui est dans l'œuvre de Lully mise sous le titre de pièce de carnaval. Donc il n'y a aucun doute, c'est un petit rite de carnaval. De quoi s'agit-il? Des médecins poursuivent Monsieur de Pourceaugnac et essayent de lui administrer un clister. Cela fait rire Louis XIV. Et il ne faut pas oublier que ces divertissements étaient joués par les gens de la cour. En carnaval apparaissent toute une série de déguisements où la scatologie va jouer un rôle très important. Et toute une série de titres carnavalesques. Par exemple, dans Rabelais, on possède plusieurs chapitres d'un procès qui oppose deux seigneurs facétieux qui sont des princes de carnaval. Et le procès, c'est un de ces procès facétieux qui amusait ce que l'on appelait une cause grasse. C'est un de ces procès facétieux qui amusait les gens de la Basoche. Ces deux seigneurs s'appellent les seigneurs de Bèzecu et de Humeven. Et on sait que, par exemple, au XVIIe siècle, à Toulouse encore, les jeunes gens formaient une association que l'on appelait la Conférence des Bèzecu, et qu'en temps de carnaval, ils allaient dans les rues et obligeaient les gens, sous certaines menaces, à leur embrasser le derrière. Autre déguisement de carnaval très important et qui est célèbre depuis un certain mot, le chien-lit. Le cri de chien-lit, c'est-à-dire de chi-en-lit, était adressé aux déguisés carnavalesques qui étaient représentés avec un bonnet de nuit, une longue chemise de nuit blanche et avec de la moutarde ou de la boue qui tachait le fond de cette chemise. Et de toute évidence, l'essentiel, c'est que au moment de ce printemps populaire, il y avait des phénomènes de purgation. Et purgation, étymologiquement, c'est la même chose que purification. On sait que la fête de la purification de la Vierge, par exemple, a pris la place de fêtes de purification du type Lupercale ou Fébrual à Rome. Donc, il y a cette équivalence, ce désir bien compréhensible de faire un peu
comme l'ours. On vient de terminer l'hiver, d'avoir une longue période où on estime que, pour parler comme les anciens médecins, les humeurs se sont encrassées. Et il faut que le corps lui-même participe à la purification de toute la nature. On va le faire comment? Cette purification, elle va être faite au niveau de la société, tout entière, par ce mannequin de carnaval que l'on brûle, et qui sûrement a, entre autres, un rôle de bouc émissaire. On lui met tous les péchés de la société, et par exemple, au moment de condamner le carnaval, on va lui dire « tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as trop mangé, c'est toi qui as engrossé telle et telle fille, brûle !» Et il est condamné à mort. Et on le jette dans le bûcher du Mardi Gras. Donc, purification à ce niveau. Purification aussi, donc, au niveau des purgations. Des purgations, soit avec le déguisement le plus fréquent en carnaval, au moins anciennement, qui est le déguisement en apothicaire, l'usage des clistères, de clistères à chevaux, très important, qui vont servir non seulement aux aspersions, bien entendu, et l'aspersion est un phénomène assez général dans l'ensemble des rites de type multiplication, de la fécondité, enfin de type fécondant, mais aussi à des purifications qui vont porter de manière précise sur l'extrémité anale. On a deux déguisements importants, donc, les chiens-lits d'une part, et une danse qui apparaît généralement le jour du mercredi des cendres, et qui est la danse des souflacus. La danse des souflacus, l'exemple le plus célèbre est celui de Saint-Claude, dans le Jura. Les gens s'habillent avec un bonnet de nuit, une grande chemise blanche, donc la même tenue que les chiens-lits, et vont se suivre à la queue-leu-leu avec des soufflets, et se souffler réciproquement au derrière en chantant une petite chanson. Déjà Saint-Yves avait reconnu que ce qui était important dans cette danse, c'était la maîtrise du vent, la maîtrise du souffle, la maîtrise de l'esprit. Or, pour les fous, cette maîtrise de l'esprit et du souffle est fondamentale. D'abord parce que s'ils s'appellent fous, c'est qu'ils ont quelque rapport avec le soufflet folis. Et on retrouve, par exemple, dans la représentation de la mère folle à Dijon, on retrouve l'usage de ces soufflets. On voit, par exemple, la mère folle qui tient un certain nombre de soufflets en main et qui recueille les vents de l'esprit qui soufflent aux quatre coins. On retrouve cet usage par les vessies, autre instrument gonflant important. Par cette danse, dit des bouffées ou des souflacus. Une variante existe parfois, c'est ce que l'on appelle la danse du feu aux fesses ou du tiou-tiou. Là encore, on se met en file, toujours dans la même position. Le premier de la file tient un balai et fait semblant de balayer tout en dansant. Le dernier de la file tient soit un énorme soufflet, soit un énorme clister à chevaux et semble administrer un clister ou un souffle anal, c'est-à-dire ce que l'on pourrait appeler un clister venteux, à celui qui le précède. Et toute la file, donc là j'ai décrit le dernier et le premier, les gens en position intermédiaire ont attaché derrière eux une petite queue en papier bien sec, on vérifie qu'on ne triche pas, n'est-ce pas? Et chacun a en main une bougie enflammée. Les danseurs vont donc se suivre ainsi, cherchant à allumer avec leur bougie la petite queue en papier de celui qui les précède et cherchant à éviter que celui qui est derrière eux n'allume leur queue.
Là encore, le fait que cette danse s'appelle la danse du feu aux fesses doit nous faire penser à une facétie de collégiens à laquelle je pense nous avons tous participé, qui est celle qui consiste à allumer les vents et qui assure de manière assez curieuse le contrôle du souffle par l'intermédiaire d'un élément qui va jouer un rôle très important en carnaval, qui est le feu. On a tendance à rire plutôt lorsque l'on voit de tels faits apparaître. Mais je crois qu'il faut essayer de pénétrer profondément dans une psychologie que je ne voudrais pas appeler primitive. Mais disons, la psychologie de gens qui ne condamnent pas l'ensemble des manifestations scatologiques, et encore moins érotiques, disons, mais enfin, l'ensemble des manifestations du dessous de la ceinture du corps humain, et qui vont s'émerveiller, en quelque sorte, de voir que du corps humain peut sortir une flamme. Si nous trouvions ce fait dans un mythe sud-américain exposé par Lévi-Strauss, je pense que personne ne s'en scandaliserait. Et vous savez que dans les mythes qu'indique Lévi-Strauss, il y a énormément d'éléments de ce genre. Et on pense généralement, ce sont des faits dont l'équivalent n'apparaîtrait pas dans notre civilisation. Là, je pense que nous avons un thème qui met en relation, de manière très précise, le contrôle de l'âme, du souffle. Il faut voir quelle âme, quel souffle. D'un souffle fécondant qui va être pris en main, si l'on peut dire, au moment du carnaval, que l'on va essayer de faire apparaître sous toutes ses formes. Déjà, Saint-Yves avait remarqué que le vent de carnaval est important. On observe de manière très précise dans quelle direction va le vent, parce que c'est le vent qui va dominer toute l'année. Et Saint-Yves pensait que l'usage des soufflets par les fous était en relation très étroite avec ce vent de carnaval. C'est la circulation de ce que l'on pourrait appeler l'esprit du monde. L'esprit du monde circule. Par où passe-t-il ? Vous savez que c'est un problème qui a passionné, par exemple, Macrobe, dans son commentaire du Songe de Scipion, ou qui a pu passionner plus tard les alchimistes, bien entendu. Comment, à quel moment, par où circule l'esprit du monde et quelle part en est impartie aux hommes. Et c'est un des problèmes importants qui est posé en carnaval. Pour conclure, je crois que l'ours joue un rôle véritablement central en tant qu'animal qui peut porter le souffle dans son ventre, l'esprit dans son ventre. L'association de l'ours et du carnaval avait été bien étudiée par Saint-Yves lorsqu'il avait étudié les coutumes tchèques du carnaval, où une jeune fille appelée Fiancée des Cendres allait sortir dans les rues accompagnée par un ours. Et Saint-Yves affirme que cette Fiancée des Cendres correspond à Cendrillon. C'est-à-dire que l'on a l'équivalence entre un certain nombre de rites qui apparaissent le jour des cendres et le personnage de Cendrillon. Dans le cas des cérémonies de l'ours dans les Pyrénées-Orientales, l'ours est accompagné d'une femme qui s'appelle Rosaura ou Rosetta. Or, la scène essentielle, cette femme, comme toujours dans les déguisements de carnaval, c'est un homme déguisé. Les femmes n'interviennent pas dans les carnavals traditionnels. Les femmes ne se déguisent pas. Toutes les femmes qui apparaissent, ce sont des hommes déguisés. Et à plusieurs reprises, l'ours se précipite sur cette femme et l'emporte
dans sa cabane. Là encore, nous avons un parallèle exact avec le roman de Valentin Ourson, puisque dans une des variantes de Valentin Ourson, une jeune femme appelée Rosemonde est raptée par l'ours. Et c'est elle qui va donner naissance à Jean de l'Ours. Donc là, nous avons un parallèle très exact. Et il faut savoir, il faut se demander qui est cette Rosaura ou Rosemonde, c'est-à-dire au fond se poser la question qui est vaste de toutes les héroïnes dont le nom est proche de celui de la rose. Si le cheval et l'ours sont en carnaval des animaux magnifiés, il en est dont le sort est moins glorieux puisque dans l'échange que représente la fête, ils sont souvent des animaux sacrifiés. Il y a le bœuf dont le statut est complexe et dont le sort en carnaval est lié à la place importante que joue la plupart du temps la corporation des bouchers, à la fois dans la vie urbaine et dans les fêtes de la cité. Il y a aussi les conflits qui opposent les bouchers aux marchands de poissons, ceux dont le commerce est prospère au temps de carême, alors que les boucheries sont fermées. Mais il est un autre animal que nous retrouvons bien souvent, Claude Guignebet, dans les fêtes de carnaval, qui est source de nombreux déguisements, c'est le coq. Le coq, dans toute une série de rites de carnaval, est sacrifié, généralement par la jeunesse, et on a pu voir une de ces scènes dans le film de Buñuel, Los Olvidados, où l'on voyait les jeunes gens traverser le village à cheval et un coq était suspendu par les pattes. Il s'agissait d'arracher le cou du coq en galopant à cheval et de se faire asperger de sang. La décapitation du coq est assez fréquente en carnaval. Le coq était soit enterré dans la terre avec le cou qui dépassait, et il fallait le décapiter les yeux bandés, soit suspendu par les pattes, et celui qui était parvenu à décapiter le coq était nommé roi du coq. Cette fête avait lieu généralement le jeudi gras, le jeudi qui précède le mardi gras, qui était appelé dans la région, disons, le nord de la France, ou plutôt une partie de l'Île-de-France, la fête du jeudi-jeudiots, qui s'est poursuivie encore jusqu'à ces dernières années. C'était une fête qui était marquée soit par le sacrifice du coq, soit par un combat de coq. Et celui qui possédait le coq vainqueur était nommé roi des coqs. Nous pouvons, avec ce rite proprement carnavalesque, remonter par des textes latins jusqu'au XIIe siècle. En effet, cette cérémonie du roi des coqs était une cérémonie réservée aux enfants des écoles. Les enfants des écoles se réunissaient le jeudi gras, avaient un combat qui déterminait le roi des coqs, puis le roi des coqs offrait une poule, et on allait faire ce que l'on appelle courir la poule. C'est-à-dire que tous les enfants des écoles se rassemblaient dans un pré, on envoyait une poule en l'air, et celui qui attrapait la poule était nommé ministre. Puis, on allait faire une quête dans les villages, où on parlait du roi du coq, ou du roi des enfants, ou du roi de l'enfance. Tout ça, ce sont les mêmes titres. Et c'est une quête, proprement une quête de carnaval, où on demandait du lard, des noix et des œufs. Donc la quête de carnaval typique.
si ce roi des coqs est aussi important, c'est non seulement le rôle qu'a pu jouer le coq dans la symbolique, surtout le coq blanc, puisque le coq blanc est un messager d'Hermès. Vous savez par exemple que son sacrifice est évoqué, c'est pratiquement la dernière phrase de Socrate mourant. Il rappelle qu'il doit un coq pour un sacrifice. C'est donc ce rôle du coq, mais aussi c'est que très probablement la coiffure caractéristique des fous que l'on appelle coqueluchons provient du nom du coq. Il y a toute une série d'équivalences entre d'une part une maladie qui est appelée la coqueluche, mais qui avant de s'appeler la coqueluche s'appelle le tac ou orion. Entre cette maladie de la coqueluche, le fait de se recouvrir la tête pour éviter la coqueluche d'un capuchon que l'on appellera coqueluchon, et dans beaucoup de représentations de ce coqueluchon des fous, et des représentations anciennes, au XVe siècle par exemple, le coqueluchon des fous est surmonté soit d'une tête de coq, soit d'une crête de coq. Et la crête du bonnet de fou va subsister pendant très longtemps. Donc, ce roi du coq, dont on sait qu'il portait au bout d'une épée la tête du coq qu'il venait de couper, puisque c'était le rite, a très probablement un personnage ancien dans l'ensemble des maîtres des confréries carnavalesques. C'est un personnage ancien et il faut voir d'une part donc ce que le coq a pu véhiculer comme symbolisme à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que la coqueluche, qui là encore est une maladie qui met en jeu les souffles, la toux, bien entendu. Pourquoi est-ce que l'on désirait à tout prix éviter la coqueluche à une certaine période en se recouvrant la tête d'un capuchon de fou? À ce moment-là de l'année, il est important de contrôler exactement tous les souffles qui sortent du corps humain, puisque c'est un moment où les souffles sont dangereux, vont déclencher des tempêtes pendant toute l'année, magiquement, enfin, etc. Il faudrait revoir le rôle du coq sur ces abraxas, vous savez, c'est-à-dire ces pierres gravées, plus ou moins gnostiques, où le coq apparaît très fréquemment, avec un pouvoir contre les maléfices. Bien entendu, dans la plupart des contes, le coq chante et chasse le diable. Tous ces déguisements constituent le vêtement éclatant, bariolé d'un spectacle où tout le peuple est acteur et qui, sous une forme plus ou moins élaborée, s'accomplit en danse. Beaucoup de ces danses de carnaval se sont dissoutes dans ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un terme général fort ambigu d'ailleurs, des danses folkloriques. Certaines d'entre elles ont pourtant conservé leur originalité, telle cette mascarade solutine que Jean-Dominique Lajoux évoque maintenant. La mascarade solutine est l'œuvre d'une troupe organisée, disciplinée de danseurs qui vient de terminer un long entraînement chorégraphique pour pouvoir présenter dans les villages qui les invitent un spectacle de carnaval composé de deux parties bien distinctes. D'une part, ce que l'on pourrait appeler des joutes chorégraphiques et d'autre part, des scénettes théâtrales, c'est-à-dire des facéties. Le costume porté par les danseurs des mascarades solutines ou par les acteurs semble sorti directement d'un recueil d'estampes du XVIIIe siècle. Ce sont de très jolis costumes,
de couleurs vives, qui sont taillés, qui sont cousus par des gens du Pays Basque, par des couturières du Pays Basque. Le costume est différent pour chacun des acteurs de la troupe des danseurs, c'est-à-dire des goriaques, et différent aussi pour chacun des groupes de la troupe des Beltseya, c'est-à-dire des chanteurs et des comédiens. Le spectacle se déroule de la manière suivante. Lorsque la mascarade arrive dans le village qu'il a invité, elle est arrêtée par une barricade que le Cherero, c'est-à-dire le chef de la troupe de la mascarade, doit franchir en dansant. Puis, la mascarade entre dans le village et va se trouver arrêtée devant certaines maisons qui ont dressé une barricade et devra répondre à un défi que lui lancera un danseur donc du village qui invite. À ce moment, tous les danseurs de la mascarade devront pouvoir exécuter les figures qu'aura proposées ce danseur. Ce qui est relativement difficile, parce que si devant chaque barricade, il y a d'excellents danseurs qui lancent des défis de pas très compliqués, ils ne dansent que pendant quelques instants, alors que les danseurs de la mascarade, eux, commencent le matin et ne finiront que le soir. Lorsque la mascarade a franchi un certain nombre de barricades, actuellement ces barricades sont constituées seulement par une bouteille de vin, alors qu'autrefois, donc je dis bien, c'était des danseurs. Bon. Lorsque la barricade est franchie, on arrête la danse et chacun des danseurs a donc droit à boire. La boisson est offerte par la maison qui a dressé la barricade. En fin de matinée, tous les danseurs et tous les gens du village se retrouvent sur la place, généralement sur la place devant le fronton où l'on joue à la pelote basque, pour ce qu'on appelle le saut basque. Le saut basque est une danse traditionnelle, dansée par les hommes qui se mettent en cercle et qui exécutent un certain pas de danse pendant de très longs moments. Les femmes regardent, ne participent pas à la danse, et vient l'heure du déjeuner où chacun des danseurs, chacun des acteurs de la troupe, de la mascarade, est invité dans une maison ou dans une autre. Et l'après-midi, il n'y a plus de barricade à proprement parler, mais les fêtes de l'après-midi commencent donc par un grand saut basque. Elle se continue par toute une série de petites scénettes théâtrales du plus grand comique, où les docteurs, ou les rémouleurs, ou enfin un certain nombre de personnages apparaissent et se livrent à toutes sortes de facéties. Pour ne citer qu'une des péripéties de la mascarade à laquelle j'ai assisté, il y avait Pichou, qui est un personnage comique, une sorte de clown dans la mascarade, qui à un moment donné est opéré, enfin il est mort, on l'opère, et on lui sort tous les intestins. Là, le docteur a d'immenses ciseaux pour lui ouvrir le ventre, a d'immenses thermomètres pour lui prendre sa température, a d'immenses aiguilles pour recoudre le ventre qu'il a ouvert. Et on l'opère donc, et on retire de son ventre des kilomètres de tuyaux qui sont ces intestins, que l'on jette à la foule. Or, il faut noter que cette mascarade soultine est une mascarade qui est faite donc par une troupe basque à l'attention des seuls habitants du village qui l'ont invité. Le dimanche où j'ai assisté à cette mascarade, il n'y avait qu'un étranger dans le village. Cet étranger, c'était moi. Carnaval est un cérémonial du corps. Et dans ce triomphe de la nature physique, les nourritures occupent tout le devant de la scène. Le manger et le boire
dessine les contours d'un vaste banquet où la communauté éprouve sa solidarité, son immortalité. On en retrouve l'écho dans toute l'œuvre de Rabelais, et « buvons » est le dernier mot qu'écrivit l'auteur de Gargantua. Comme le soulignera Mikhail Batkin, dans le manger, le corps échappe à ses fonctions. Il avale, engloutit, déchire le monde, le fait entrer en lui, s'enrichit et croît à son détriment. La rencontre de l'homme avec le monde s'opère dans la bouche. L'homme triomphe du monde en l'avalant, au lieu d'être ce qui est cause permanente d'angoisse, dévoré par lui. Ainsi, Claude Gagnebet, Carnaval, c'est d'abord une fête du ventre. Oui, je crois que c'est sûrement, là encore, von Genep qui, la première fois, a insisté sur l'importance des faits culinaires en carnaval. Il a pu dresser une carte, par exemple, pour la France, de noms de tous les beignets qui sont utilisés en carnaval. Il a pu marquer qu'il y avait des zones entières où on utilisait les pois. Par exemple, l'Est de la France connaît les pois frits, que l'on appelle piquerés, et de sorte que le dimanche des Bordes s'appelle le dimanche des piquerés. Donc, le cycle est marqué par un certain nombre d'aliments, et ces aliments vont jouer des rôles assez divers d'ailleurs, parfois conscients, parfois inconscients. Et je crois que c'est assez important de faire cette distinction qui apparaît assez souvent en folklore, c'est que de temps en temps on se souvient d'un usage, par exemple un usage magique de ces aliments, et de temps en temps on ne se souvient absolument plus, on dit simplement nous prenons des crêpes pour telle ou telle raison, par exemple. Alors, si nous prenons, par exemple, ce que j'ai cité, prenons les crêpes, vous savez que les crêpes interviennent aussi à la Chandeleur. Et je pense qu'il est assez important de comparer systématiquement l'ensemble des rites qui apparaissent à la Chandeleur et l'ensemble des rites qui apparaissent à Mardi Gras. Puisque, dans le cas où Pâques serait fixe, ce qui est encore vrai par exemple pour un certain nombre d'églises hors de l'église catholique, dans le cas où Pâques serait fixe, c'est-à-dire situé le 21 mars, Mardi Gras et la Chandeleur correspondent. On comprend donc que l'on peut comparer absolument ces deux dates, puisque l'une n'est que la première date possible de l'autre. L'une varie et l'autre est fixe. Alors pour les crêpes, je pense que l'on peut proposer l'explication suivante. La crêpe, qui est un aliment, disons, absolument de pleine lune, et vous savez qu'il y a même en carnaval de temps en temps des déguisements avec la crêpe. C'est-à-dire que l'on met une crêpe sur la figure, on perce 2 trous à travers la crêpe, et on affirme que la crêpe, par exemple, protège des maladies de peau. C'est une croyance au rôle magique de la crêpe. Donc, c'est absolument un déguisement, et moi je pense que c'est un déguisement lunaire. C'est une grande lune. Or, que se passe-t-il en carnaval? Nous sommes très exactement 40 jours avant la première pleine lune de printemps, 40 jours avant Pâques, donc nous sommes à une nouvelle lune. Et une nouvelle lune, cela veut dire très simplement qu'il faut, entre autres, magiquement, dévorer la lune. Et pour cela, dévorer un aliment plat qui représente la pleine lune. Et c'est pour cela que des rites identiques apparaissent à la Chandeleur, où il y a les mêmes rapports possibles, entre autres de l'ours avec la lune. Ceci pour la crêpe. En ce qui concerne les aliments, plus particulièrement les pois, qui apparaissent très tôt, il faut évoquer d'une part le déguisement du fou d'autrefois, qui utilisait une vessie dans laquelle se trouvaient quelques pois. On a la description de Triboulet, par exemple, chez Rabelais, où il dit « une vessie où résonnent quelques pois ». Cette vessie était utilisée pour frapper les gens qui vous entourent. Or, que signifie
une vessie gonflée dans laquelle se trouvent des pois. C'est véritablement, parce qu'on sait très tôt que le pois est un aliment flatulent, c'est véritablement la représentation d'un certain esprit qui est l'esprit des fous. Et le fait est ancien puisque très tôt, et déjà dans les toutes premières pièces de théâtre français, les jeux des sots, les jeux des idiots, s'appellent les jeux des pois pilés. Donc on a déjà cette association entre sottie, folie et les pois, c'est-à-dire entre la folie et un aliment flatulent. Très simplement parce que les fous, les confréries de fous, affirment très hautement que leur esprit est contenu dans leur ventre et qu'il est exprimé par la possession à l'intérieur du ventre ou à l'intérieur de ce qui au fond représente un ventre gonflé, c'est-à-dire de la vessie, qu'il est exprimé par un souffle. Et il y a une étude assez intéressante de Saint-Yves qui a vu de très près la manière dont, au fond, le souffle circule en carnaval. Aussi bien à l'intérieur du corps humain que à l'extérieur, dans le monde en général. Le vent de carnaval joue un rôle très important. On sait que, par exemple, lors du feu de carnaval, on va observer la direction du vent et ce sera le vent de toute l'année. Et là encore, on a l'équivalent à une date fixe, c'est le thème de la lutte des vents qui apparaît le 25 janvier, jour de la conversion de Saint Paul, et les vents se battent du 25 janvier au 2 février, nous arrivons une fois de plus à la Chandeleur, et le vent qui a gagné, c'est-à-dire qui souffle le jour du 2 février, va là encore souffler toute l'année. Véritablement, le fou au Moyen-Âge, lorsqu'on le retrouve sur les stalles, par exemple, ou lorsqu'on le retrouve dans les miniatures, est pratiquement toujours représenté avec un soufflet. Il est muni, et vous voyez comme, au point de vue, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire, enfin, les images qui se dessinent, c'est à peu près la même image. D'une part, celle d'un fou qui est trop gonflé lui-même par un souffle parce qu'il a mangé des aliments flatulents. Cette image va se reproduire par la vessie qu'il a en main et qu'il utilise pour donner un peu de cet esprit à ceux qui l'entourent en les frappant. Et puis, le soufflet, c'est-à-dire tous les instruments de souffle. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que le beignet de carnaval est lui-même la représentation d'un souffle puisqu'il est gonflé, c'est un aliment creux. Et il y a même certains de ces beignets qui s'appellent pennon. Donc nous sommes absolument dans ces objets qui tournent autour du symbolisme du gonflement. Alors ce gonflement est un gonflement, pourrait-on dire, sans poids. Je veux dire, il donne du volume à celui qui l'a absorbé. Mais le carnaval est lié à cette notion de jour gras. Est-ce que la graisse qui intervient en carnaval est faite pour ajouter du poids, pourrait-on dire, à ce vent qui n'occupe que du volume? On affirme généralement que si la graisse et la chair, c'est d'une part les jours gras, d'autre part l'étymologie même de carnaval met en jeu la chair, le fait de manger de la viande énormément. Et le bœuf gras, disons, c'est l'ensemble protéines et lipides, si on pouvait s'exprimer scientifiquement. L'usage abusif, disons, de ces aliments est dû à une sorte de réaction, mais de réaction de cassé d'avance, si l'on peut dire, vis-à-vis du carême. C'est-à-dire que, en prévision des 40 jours théoriques pendant lesquels on ne va manger ni graisse ni chair, on commence par se bourrer de graisse et de chair. L'explication, à mon avis, fait problème. Et j'ai pu récemment entendre donner, à propos de faits caucasiens, une explication différente du carnaval,
Et une explication qui me satisfait beaucoup plus, c'est la suivante. En carnaval, non seulement les gens, et plus particulièrement les fous, vont manier l'esprit, soit avec des soufflets, enfin essayer de le représenter de manière concrète. Non seulement ils vont manier l'esprit, mais ils vont craindre les esprits des morts qui reviennent à cette période et qui passent à travers les villages. Une des grandes thèses sur le carnaval, bien que l'on n'ait pas beaucoup d'attestations populaires là-dessus, ce sont plutôt des thèses des folkloristes eux-mêmes, c'est d'affirmer de temps en temps dans l'année, et c'est le cas de carnaval, les esprits des morts trouvent le chemin des villages. Ils vont donc, sous forme déguisée, apparaître dans les villages, faire des quêtes, et en échange de ces quêtes, et bien entendu ceux qui vont représenter les esprits de ces morts, c'est les groupes de jeunesse dont nous avons parlé. Alors, ils vont faire des quêtes, et en échange de ces quêtes, assurer la fertilité du village. C'est le sens général que l'on a pu donner à carnaval, par exemple, à partir de l'observation des faits polonais, où très nettement il y a des déguisements, il y a même la mort qui les accompagne, qui accompagne les quêteurs, et il y a des déguisements en animaux. Le fait que l'on déguise sa voix, que l'on change sa voix, etc., va assez bien dans ce sens-là. Mais si les esprits des morts rôdent dans le village, on va craindre une chose, et c'est là que le fait caucasien me paraît important, on va craindre que les esprits des morts ne pénètrent en vous. Et le seul moyen qu'un esprit ne pénètre pas à l'intérieur du corps, c'est que le corps soit plein. Et c'est là qu'intervient cette alimentation surabondante, c'est que l'on va absolument se remplir en carnaval, de façon à éviter que les mauvais esprits, ou les bons esprits, qu'importe, que les esprits ne pénètrent en vous. Et je crois qu'il y a une notion là qui a été, par exemple, confondue. Par exemple, Fraser parle beaucoup de ce qu'on appelle l'obésité rituelle, c'est-à-dire la nécessité pour le roi de manger énormément. Et Fraser l'interprète toujours en disant, oui, c'est que si le roi est très gros, le royaume, dans son ensemble, magiquement, va être florissant. Il y a une transcription purement symbolique. C'est ça. Or, je pense que là, c'est une transcription absolument, de magie directe, et peut-être un peu trop directe. Je pense qu'il faut passer, et là, les faits, disons, populaires, caucasiens, sont très nets, il faut passer par l'intermédiaire de cette crainte que les esprits ne pénètrent en vous. Et je crois que c'est une pensée qui est, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais disons qui est primitive. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut comprendre, qu'à un moment où les esprits rôdent, il est très important d'offrir un corps qui n'est plus une seule place vide, c'est-à-dire d'offrir un contenant absolument plein, bourré jusqu'à la gueule, si j'ose dire. On pourrait dire d'ailleurs qu'à ce moment-là, le corps prend une forme ronde et que sur ce rond, les choses glissent sans pouvoir s'accrocher et par conséquent pénétrer. Oui, il faudrait voir aussi, en effet, l'aspect aspérité, si on peut dire, la manière dont les choses peuvent pénétrer par l'intermédiaire des aspérités. Et puis, bien entendu, un autre aspect qui est très important, qui est l'aspect de toutes les ouvertures du corps humain. C'est elle qu'il faut, à ce moment-là, vérifier de manière très précise. Il y a une cérémonie qui est connue en Chine, qui est une cérémonie d'hiver ou de début des printemps, qui consiste à tirer avec 7 flèches sur une outre, et à symboliser ainsi l'ouverture de tous les orifices humains. Et je pense que dans ce genre de cérémonie, on retrouve là encore ce même symbolisme. Carnaval pourrait se définir alors comme le moment de l'année où il y a un certain contrôle de la circulation du souffle
et un contrôle très précis de la limite entre l'homme et le monde extérieur. Cette limite qui, pour l'essentiel du corps, est assez nette, mais qui présente un certain nombre de points dangereux, qui sont les points d'ouverture. Et pour l'ensemble carnavalesque, le point d'ouverture essentiel, étant donné que l'on pense que les fous affirment, à travers leurs représentations, à travers leurs jeux, à travers leurs danses, ce qu'ils affirment constamment, c'est que l'âme est portée dans le ventre, et à ce moment-là, l'orifice qu'il faut bien entendu vérifier de manière très précise, c'est l'orifice anal. Ce monde du souffle, Claude Guénebé, nous ne trouvons pas la trace simplement dans les relations du corps avec le monde extérieur. Nous en trouvons également la trace dans les activités proprement laborieuses des hommes. Oui, on sait par exemple que en carnaval, il est interdit de filer. C'est une des opérations qui risque de lier les vents. Là encore, nous retrouvons la même relation. Mais la relation va plus loin. Un des faits qui a été noté le plus tôt à propos des feux de carnaval, c'est que la danse qui se fait autour du feu de carnaval est une danse que l'on fait en levant les genoux très haut ou que l'on fait en bondissant le plus haut possible, parce que plus l'on danse haut autour du feu de carnaval, plus le chanvre ou le lin, cela dépend des régions, sera haut. De même en carnaval, dans certaines régions de la Prusse par exemple, on chante une sorte de mélopée assez triste qui évoque le destin du chanvre, c'est-à-dire le fait qu'il meurt dans des conditions dramatiques puisqu'il est mis dans une fosse, il pourrit, il sent mauvais, et puis qu'il ressuscite. Et on a remarqué enfin que les noms même des bûchers de carnaval, en France par exemple, mettaient en jeu soit le lin, soit le chanvre. On a un certain nombre de noms, toute une région de France, où le feu de carnaval s'appelle canabou, cannabis de chanvre, ou bordelinière, c'est-à-dire borde étant probablement un mot qui désigne une sorte de cabane, la borde qui utilise les déchets de lin. L'explication que donne Van Gennep de l'ensemble de ces noms, c'est d'affirmer que l'on arrive en carnaval à la fin de l'hiver. Pendant tout l'hiver, on a taillé le chanvre. On va donc avoir la chènevotte, les déchets du chanvre. Et on va en faire un grand feu. Et cela explique que le chanvre intervienne à ce moment-là. C'est un fait important parce que les plantes textiles sont vraiment les plantes qui sont spécifiquement, très très spécifiquement, associées au feu de carnaval. La seule autre plante, de temps en temps, on a une petite association à propos des betteraves. Disons que si on met de grosses pierres dans le feu ou à côté du feu de carnaval, on aura de grosses betteraves. Mais les faits européens généraux concernent le chanvre et le lin. C'est par exemple l'effet qu'étudie Fraser. Alors, on a pu observer que dans certains pays, le chanvre et le lin, l'ensemble des plantes textiles, étaient vraiment fêtés de manière très précise, pratiquement comme des divinités, en carnaval. C'est le cas dans une étude récente qui a été faite, par exemple, sur les faits en Finlande. Vous voyez que l'étendue est assez importante. On a noté, d'une part, que il y avait cette interdiction de filer qui, elle, est très fréquente en France et qui peut se retrouver en Angleterre ou en Espagne, par exemple. D'une part, cette interdiction de filer. D'autre part, la fin des veillées. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a terminé absolument.
En Finlande, il y a ce jour-là une coutume qui consiste à glisser le long des pentes. Et l'on affirme que plus on glissera en luge le long des pentes, et plus le lin sera lisse et aura de longues fibres. Donc, magie imitative directe. Mais il y a d'autres éléments magiques qui jouent. C'est que il faut faire ces glissades avec la luge. D'une part, les cheveux dénoués, et d'autre part, les vêtements dénoués et blancs. Les vêtements blancs, c'est très important dans les déguisements de carnaval dans l'Europe tout entière. Des vêtements, par exemple, le déguisement non seulement en blanc, mais avec des grands vêtements lâches, blancs. On le retrouve dans le carnaval au XVe siècle en France. C'est le déguisement de chien-lit. C'est-à-dire que c'est une ample robe. Généralement, on met la chemise de nuit et on s'arrange pour qu'il n'y ait aucun nœud sur le vêtement. Il faut que le vêtement soit très lâche. Et c'est un élément très important puisque il va magiquement assurer un chanvre ou un lin qui ne présenteront aucun nœud, aucune aspérité. Et là encore, c'est un élément important. D'autre part, donc, les cheveux aussi dénoués. On insiste énormément lorsque l'on plante le chanvre, par exemple, sur le fait que ce soit des jeunes vierges qui vont le planter, les cheveux dénoués. On comprend pourquoi. C'est que les plantes textiles, avant d'être utilisées, sont peignées. Et ce peignage est quelque chose de très important, puisqu'il met en action, d'une part, une purification. On va éliminer les parties qui ne sont pas bonnes. Et Rabelais dit là-dessus, à propos du Pantagruélion, des choses très belles. D'une part, donc, une purification, et d'autre part, une opération qui est très semblable au seul fait de se peigner. Et je pense que l'ensemble de cette magie, de ce cycle magique du chanvre et du lin en carnaval, doivent être étudiés et pourraient être étudiés, par exemple, dans l'ensemble de l'Europe, et donneraient des résultats absolument positif quant à l'existence, à cette date-là, de ce que l'on peut appeler, je crois véritablement, un culte des plantes textiles. Mais bien entendu, un culte qui pose un certain nombre de problèmes, puisque on ne manie pas les plantes textiles n'importe comment, très simplement parce que ce sont des liens, et que la magie est très directement en relation avec les liens.